J'ai oublié de vous le demander tout à l'heure, qui voyait le film pour la première fois? Ah oui, donc l'immense majorité, et qui l'avait déjà vu? Un peu moins, donc. Alors écoute, je crois que le film fait toujours autant rire à certains moments. Pas seulement. Pas seulement, voilà, c'est ça qui est intéressant. Et crée le malaise aussi à d'autres moments. Est-ce que cette volonté un peu affirmée de mélanger les genres et les registres présidait au projet de l'écriture? C'était pas... Je sais pas comment répondre. Oui, disons oui. Voilà. C'était un peu l'état d'esprit dans lequel en fait, parce que bon, il se trouve que je me suis aperçu, en fait, plutôt que je n'avais choisi que mon premier film encore faisait rire. Ça m'a surpris parce que je pensais qu'il ferait peut-être sourire, mais je n'imaginais pas que les salles se condamneraient. Voilà. Bon, ça m'a évidemment fait plaisir parce que d'abord, s'il y a une chose qui assure de l'adhésion du public, et ça, on est toujours un petit peu angoissé de savoir si on l'a, bah, la chose la plus claire, c'est quand on rit. Alors, c'est bizarre parce que la comédie n'est pas mon genre préféré, personnellement. Mais j'ai choisi, disons, d'aller dans ce sens-là, d'accentuer ce côté-là, le côté un petit peu grotesque, avec un personnage, d'ailleurs, quand même pas très sympathique, il faut bien dire, celui que joue Lucchini, et bon, avec des personnages évidemment comme Piccoli, etc., mais de contrebalancer ce côté comique par un personnage, au moins un personnage, celui d'Aurélie Coty, qui est un personnage plutôt je ne sais pas comment s'il faut dire tragique, émouvant, pathétique, enfin en tout cas qui ne porte pas du tout le film du côté de la comédie, donc qui forme une espèce de contrepoint un peu dramatique à ce côté comique. Alors c'est toujours un petit peu délicat et risqué en fait de jouer sur deux registres à la fois, mais bon, voilà, c'était ça qui me plaisait, et je savais qu'il y avait des éléments dans le film qui seraient suffisamment rigolos, parce que moi ça me faisait rire déjà, tout simplement, pour qu'au moins ça fasse la blague à un certain moment. Alors effectivement, la scène un peu de, comment on peut appeler ça, d'explication ou de récit sexuel au café de Cluny, effectivement continue à déclencher de rire, parce que c'est vrai que, tout simplement, c'est très rare qu'on parle aussi crûment dans la vie, je sais pas, mais en tout cas au cinéma, et en tout cas dans le cinéma français. Enfin, c'est pas quelque chose de très courant. Ah ben non. Non, bah non, c'était un peu le but de la chose. C'était, en fait, il fallait, en fait, ce qui me plaisait, c'était pas de dire c'était pas de faire dire des cochonneries ou des obscénités aux personnages, c'est de les faire dire d'une certaine façon qui soit en même temps qui sont, après tout, c'est les choses qu'on peut dire dans la vie quand même aussi, enfin parfois. Mais de les faire dire d'une certaine façon qui fait que ce soit pas vulgaire, que ce soit certes obscène, que ce soit énorme,
mais que ce soit dit sur le mode d'une conversation un petit peu à la fois technique et je sais pas comment dire, et intime. Non, mais peut-être que ça soit crédible. C'est-à-dire que je pense pas que le film soit sur le versant du réalisme. Par ailleurs, on a déjà parlé de ce changement de registre. Il y a un peu des poussées de fantastique avec un personnage féminin qui est certes malade, mais qui est surtout mystérieux et qui vit dans des endroits plein de recoins et plein de couloirs et très mystérieux. Mais par ailleurs, il fallait peut-être que ce dialogue du café, aussi drôle soit-il, soit crédible, en tout cas. Ah oui, tout à fait, mais ça c'est grâce aussi, c'est grâce à Fabrice et Sandrine. Sandrine s'est emparée de ce personnage et avec son extraordinaire talent et son sang-froid, je ne sais pas comment dire, parce que j'avais proposé le rôle à une autre actrice qui a été horrifiée tout simplement par le dialogue, qui a été horrifiée. C'est une très très bonne actrice. D'ailleurs, en fait, elle joue aussi dans le film. Parce que j'avais beaucoup. Mais non, ça ne pouvait pas. Sandrine, ça ne lui posait aucun problème. Et ça ne lui posait aucun problème parce que je pense qu'elle a trouvé d'emblée le ton juste. Je n'avais pas besoin de diriger les comédiens. Là. C'était la seule chose qui posait le problème, c'est de le tourner au Cluny. Parce que le café n'était pas fermé pour nous, il y avait à l'étage en dessous, il y avait le public, et ça posait problème pour faire le silence pour pouvoir tourner. Le reste, non. Et le Cluny était un café que j'aimais beaucoup, ça c'est pour l'anecdote, ça n'a aucun intérêt par rapport au film. J'étais persuadé d'y retourner ensuite... pas triomphalement, mais enfin, et puis il a fermé juste après le tournage et c'est devenu une pizza. Fabrice Lucchini, justement, on peut peut-être parler de lui parce que c'est un acteur qui, au fond, a été rendu ce qu'il est, disons, au moins sur la notoriété, par Éric Rohmer, qui est un cinéaste que tu connais bien, que tu admires beaucoup, que tu as travaillé. Il a été Octave, et il s'appelait évidemment pas Octave par hasard dans Les Nuits de la Pleine Lune. C'était le nom de Jean Renoir dans La Règle du jeu. Et c'est vrai que ça a tout changé à sa carrière. Mais quand on le voit chez Rohmer ou ailleurs, et alors encore plus en promotion, il connaît cet art peut-être mieux que personne, c'est quelqu'un qui est plutôt dans la maîtrise. Ce qui est dans la maîtrise de lui-même et de ses effets d'ailleurs. Et là, ce qui est très étonnant et je trouve très réussi dans le film, alors c'est pas pour employer des mots un peu idiots comme contre-emploi ou ce genre de truc, mais il n'est pas comme d'habitude. C'est-à-dire que là, on a l'impression d'un personnage qui est toujours extrêmement surpris, c'est le moins qu'on puisse dire, voire même totalement déstabilisé par ce qui lui arrive. Et que la logique de la comédie, me semble-t-il, hein, elle vient d'abord de là. Ah, oui, bien sûr. La comédie, ça vient toujours de ce qu'un personnage en prend plein la gueule, hein, quelque part. En tout cas, c'est un des registres, un des éléments de la comédie. Alors, en ce qui concerne Fabrice, quand j'ai écrit le scénario, en fait, je ne pensais pas à lui. Je ne pensais pas à lui pour une raison très simple, c'est que j'avais pensé à lui pour mon précédent film encore, et qu'il avait refusé le rôle. Donc il a été repris par Jacques Iberroyer, d'ailleurs avec beaucoup de talent, et moi j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire avec lui. Et je ne sais pas, je pensais plutôt à quelqu'un, je crois qu'en écrivant le scénario, je pensais plutôt à Daniel Auteuil. Mais il se trouve que le scénario, une fois terminé, je l'ai filé à l'une des premières personnes à qui je l'ai filé, à part mes producteurs, c'est mon agent, Isabelle de la Batelière, qui, par extraordinaire, avait aussi Fabrice Lucchini comme client.
Et elle m'a dit, mais attends, mais c'est un rôle pour lui. Et j'ai dit, tu crois Et en y réfléchissant, je me suis dit, why not, quoi. Et quand il a lu le scénario, bah, je sais pas, ça l'a éclaté, et donc il a essayé de le faire. Et, disons qu'en tout cas, c'était pas un rôle sur mesure pour lui. Donc c'est vrai que c'est pas il n'est pas dans son registre complètement habituel, mais c'est aussi ce qui fait que ça a pas mal marché. Et par ailleurs, ce côté je n'en reviens pas de ce qui m'arrive, et effectivement il y a un peu de quoi quand même, c'est plutôt une logique. Alors là, je parle un peu aux techniciens du récit, et on va parler récit. Est-ce que c'est une logique de cauchemar? C'est-à-dire que, encore une fois, il y a une logique dans la surenchère, mais c'est une logique de cauchemar. C'est-à-dire que le cauchemar n'en finit pas, et il vous arrive des choses plutôt de pire en pire, quand même. Oui, enfin, il vous arrive, il lui arrive. Il lui arrive. Non, parce qu'il n'est pas exactement moi. Même si, bon, je peux m'inspirer de choses comme ça, diverses. Mais oui, c'est tout à fait juste de dire ça, parce qu'en réalité, il n'y a pas, si on regarde bien la chose, il n'y a pas vraiment d'histoire. Il n'y a pas une histoire qui commence à un certain point A pour se terminer à un point Z en passant par un point B, C et D. C'est une série de mésaventures, de circonstances que le personnage effectivement subit d'une certaine façon, c'est quelqu'un dont la volonté est pratiquement absente, et que tout ce qui lui arrive, d'une certaine façon, lui arrive par surprise, généralement plutôt mauvaise d'ailleurs. Et effectivement, on est un peu dans la logique du rêve, c'est vrai, dans la logique du rêve, du mauvais rêve. Et ça, c'est quelque chose qui me plaisait, et c'est pour ça que, enfin, je pense que le personnage d'Aurélie, donc joué par Valentina Cervi, qui est une actrice que j'ai énormément aimée, avec qui j'ai énormément aimé travailler, et qui, je crois, vraiment s'est emparée du rôle très, vraiment magnifiquement, donne cette coloration de mauvais rêve avec les côtés un petit peu romantiques, enfin, du personnage. Un petit peu gothique. Un peu gothique, oui. Et la logique du mauvais rêve, alors il me semble, je ne dis pas que je l'ai déjà fait, mais ça me paraît un mauvais rêve assez courant, c'est de se retrouver dans un endroit où on croit être attendu, invité, voilà, et où en fait non seulement personne ne vous attend, ou alors si on vous attend, c'est pour vous mettre en pièces, c'est-à-dire que c'est un piège en fait. Oui, ça c'est une situation canonique de cauchemar, hein, comme dans les cauchemars où on est au milieu d'une assemblée et on se retrouve tout nu. Là, il se retrouve métaphoriquement tout nu, et c'est absolument exactement... évidemment, c'est une scène qui m'a... que j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire, et tout autant de plaisir à filmer, à tourner, sachant d'ailleurs que Fabrice et Michel Piccoli n'étaient pas exactement des amis dans la vie. Mais oui, c'est-à-dire qu'ils étaient ni copains ni complices, ils étaient peut-être pas ennemis pour autant. Si. C'est-à-dire, en réalité, je crois qu'il s'était passé il y a eu une espèce de clash sur un tournage précédent qui était Beaumarchais, où il partageait l'affiche, et je ne sais pas exactement ce qui s'était passé, mais je sais que dans les coulisses du tournage, ça s'était mal passé, voilà. Et que Fabrice avait un petit peu peur de Michel. Michel professait une
franche détestation de Fabrice, et que bon, bah, finalement ça nourrissait très bien la scène. On a l'impression, mais à la limite, ça donne la performance de Lucchini encore meilleure. Parce que Piccoli, bien sûr qu'il est extraordinaire, mais lui, là, il a la maîtrise et il a la domination. Donc il peut y aller, il fait littéralement un numéro. Tandis que Lucchini, il faut qu'il joue l'encaissement, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. Bah, c'est toujours pareil. C'est effectivement celui qui est la figure du maître, c'est Michel Piccoli. On ne sait pas exactement ce qu'il fait, mais on suppose que c'est une figure importante de l'édition, de quelque chose comme ça. Enfin, comme justement dans la logique du rêve, les contours des personnages sont un peu flous quelque part. Mais Fabrice, oui, est celui qui se trouve, qui doit faire face à quelque chose qu'il n'a absolument pas imaginé, prévu, et qui est dans le malaise. Et en fait, il va effectivement de cauchemar en cauchemar, il faut bien dire. Mais effectivement, bon, s'il y a des morceaux de bravoure dans ce film, il y en a effectivement deux. C'est la scène du dîner avec Piccoli et ensuite la scène du café avec Sandrine Kiberlin, qui sont pas forcément moi mes scènes préférées, parce que j'aime beaucoup les scènes avec Valentina Cervi, qui sont dans un autre registre, mais avec qui en même temps, oui c'est vrai, m'ont fait beaucoup rire en les écrivant, et où j'avais l'impression que c'était payant. Mais le terme de morceau de bravoure est bien choisi, c'est effectivement ça. Alors la question aux scénaristes et aux cinéastes, on a plaisir à les écrire, j'imagine, parce qu'on s'aperçoit que ça fonctionne et que ça va donner quelque chose de fort à l'écran, mais comment on les intègre et presque comment on s'en remet, c'est-à-dire comment il faut que le récit, que la narration aussi les surmonte et continue d'avancer. Bah, effectivement, c'est une bonne question. Professionnellement, c'est une bonne question parce que disons que j'ai écrit ces deux premiers films, enfin aussi bien encore que celui-là, d'une façon pas du tout professionnelle, c'est-à-dire que je ne suis pas du tout passé par les stades canoniques du synopsis, du traitement et du scénario. Je les ai écrits littéralement au fur et à mesure et sans trop savoir comment ça allait tourner et comment ça se finirait. Je sais que pour ce qui est de encore, j'ai été moi-même surpris par la fin, c'est-à-dire que je me suis aperçu à la dernière réplique que c'était la dernière réplique, mais j'en savais rien une minute avant de l'écrire. Et là, je savais à peu près comment je finirais, enfin je savais à peu près comment l'histoire se finirait avec Aurélie, mais je ne savais pas trop comment y arriver et comment... Et bien sûr, le film n'obéit absolument à aucune logique narrative telle qu'elles sont enseignées dans les manuels de scénario. Hein. Il n'y a pas le conflit central, il n'y a pas la volonté de quelqu'un d'atteindre un but et puis de triompher des obstacles. Puis, enfin, je veux dire, à l'américaine, en tout cas, c'est absolument... on est dans un registre beaucoup plus erratique et beaucoup plus... qui était pour moi un petit peu incertain. Mais de ce point de vue-là, d'ailleurs, puisque la plupart des gens aujourd'hui n'avaient jamais vu le film, moi je me souviens d'avoir vu le film à l'époque, d'avoir écrit sur lui, je me souviens de l'ambiance, mais quand même j'ai envie que tu racontes ça. Est-ce que tu peux raconter l'anecdote intellectuelle, disons de la vie intellectuelle, c'est-à-dire d'où sort cette histoire de ce critique, puisque Piccoli le traite de critique et c'est pas un compliment, d'où vient cette affaire? Oui, ça vient de quelque part, c'est vrai. C'est-à-dire que en fait, ce qui m'a servi de point de départ,
Bon, c'est une circonstance très connue à l'époque, c'est le fait que, bon, on peut mentionner son nom, c'est Alain Finkielkraut, avait écrit dans Le Monde, je crois, au moment de la sortie de film de Emir Kusturica, rappelle-moi le titre, Underground. Il avait écrit Une descente en flammes pour dire que ce film sous des airs décoiffants et rock'n'roll était un film de pure propagande serbe. On était à l'époque de la guerre de Yougoslavie. Il se trouve qu'on a su assez vite que Finkielkraut n'avait pas vu le film quand il a écrit cet article. Il en a d'ailleurs convenu ultérieurement, c'est pour ça que je peux le dire, puisque, comme ça a été divulgué, il a tenu, au moment de la sortie du film, au septembre suivant, cette fois à voir le film et à faire une critique qui consistait à dire eh ben j'avais raison. Donc, effectivement, je me suis servi. Alors, je ne crois pas à moi. Alors évidemment, j'ai un passé de critique aussi. J'ai un passé de critique. Je ne pense pas avoir tellement commis ce genre de forfaiture comme critique, mais il est tout à fait possible, et même probablement assez certain, que j'ai vu des films en quittant très rapidement la salle avant la fin et ne m'empêchant pas d'écrire ensuite une critique évidemment plutôt en général défavorable. Donc je ne suis pas absolument indemne de ce genre de truc. Et si ça parlait pas, Finkielkraut n'est évidemment pas quelqu'un que je voulais viser particulièrement, même s'il l'a pris évidemment un peu pour lui par la suite. Disons que c'était une anecdote que je trouvais plutôt marrante comme point de départ d'un film, en imaginant un personnage qui, ayant fait ça, va se trouver effectivement ensuite en butte à quelques mésaventures. Bon, je crois qu'il ne l'a pas très bien pris à l'époque, mais je le sais puisque en fait Fabrice a récemment donc, a fait une interview avec lui pour le samedi, son émission du samedi, et il lui a dit que j'avais trouvé très très juste son combat contre le wokisme, etc. Il était très très surpris, mais enfin, quand même, bon misère, mais quand même c'est celui qui a dit que, etc. J'ai remercié Fabrice de m'avoir quasi réconcilié avec Finkielkraut. Mais l'anecdote est intéressante, mais je tenais à ce que tu la racontes parce qu'en fait, je pense qu'elle dit quelque chose. Alors, ça a été souvent souligné sur tes films et sur ton écriture et sur ton univers d'auteur. C'est qu'une polémique intellectuelle qui n'est qu'une petite polémique intellectuelle, on n'est pas dans des controverses énormes sur je sais pas quoi, le structuralisme, ou voilà, ce n'est qu'une petite écume de la vie intellectuelle. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça peut faire histoire. C'est que d'abord ça t'intéresse, et qu'en plus tu peux t'en servir, tu peux en faire quelque chose. Ça peut faire récit, ça peut faire histoire. Oui, parce que, bon, finalement, alors, encore une fois, effectivement, il se trouve que mes personnages, en l'occurrence, sont plutôt des intellectuels, disons, mais j'ai pas voulu faire un film intellectuel. Hein. C'est un film que j'ai voulu assez simple à suivre et à comprendre. C'est pas, même si, alors encore une fois, là, il faut peut-être parler de MacGuffin. Disons que si l'enjeu pour les personnages de cette controverse est très important, pour le spectateur, ça n'a rigoureusement aucune importance. Hein. Ce que disait Hitchcock à propos du MacGuffin, vous savez, c'est-à-dire c'est
c'est le truc qui fait que l'intrigue s'enflamme et que les personnages sont pris dans un échaud d'aventure. Alors on va donner un exemple. Disons que c'est l'uranium dans les bouteilles de Bourgogne, dans la cave, dans les enchaînés. Pour donner un exemple d'un célèbre MacGuffin hitchcockien. Voilà, ou le microfilm dans la statuette dans La mort aux trousses. Alors ce microfilm est très très important pour tous les personnages, mais pour le spectateur, c'est vraiment un pur prétexte. Donc là, c'est un petit peu la même chose. La controverse était un pur prétexte pour lancer l'histoire. Et quand sans vouloir me comparer à Hitchcock. Quand tu disais pas faire un film intellectuel, non, bien sûr, en plus je ne sais pas exactement ce que ça voudrait dire, il faut vouloir absolument faire un film intellectuel, mais ne pas s'interdire de parler d'abord de ce qu'on est soi-même, de toute évidence, et de gens qu'on connaît. Je pense que tu fréquentes plus intellectuels que boulanger, quoi, voilà, c'est comme ça. Et donc, parler des gens qu'on connaît... Quantitativement, non. Voilà, mais d'ailleurs, pourquoi est-ce que ça a mauvaise réputation dans le cinéma? Se dire, voilà, un personnage d'intellectuel, c'est pas forcément bien vu. Alors ça peut être là un journaliste, un prof, un commissaire-priseur, a priori c'est aussi peut-être un intellectuel, enfin voilà, des gens comme ça, disons, cette population-là. Parce que ce sont des gens qui, d'abord socialement, se pensent au-dessus dans le haut du panier, ce qui n'est jamais très sympathique. Et puis, il y a aussi cette dimension-là, c'est qu'un film, au fond, on ne va pas au cinéma pour... on n'y va pas pour juste bouffer du popcorn et s'éclater, mais on ne va pas au cinéma tellement pour penser, quoi. On y va pour éprouver des émotions. Et ce qui importe, ce sont les émotions. Oui, c'est ça. Et donc il y a quelque chose, il n'y a pas un divorce entre l'intellect et le cinéma, parce que le cinéma est aussi malgré tout une matière intellectuelle, mais enfin, disons que les films qui se veulent trop intelligents ou qui font trop marcher la culture, des choses comme ça, n'ont pas bonne réputation. Parce que, tout simplement, parce que les films sont faits pour un collectif de spectateurs, et un collectif de spectateurs réagit émotionnellement avant tout. Je dis des pures banalités, là. Non, mais pas tant que ça, et en même temps, il y a des contre-exemples à ça, puisque Éric Rohmer, que tu connais bien, il me semble que son premier grand succès public, et vu ce que le film a coûté, c'est-à-dire très peu, ça a vraiment été une très bonne affaire pour lui et ses coproducteurs, c'est Ma nuit chez Maud, où une discussion sur Pascal et le pari de Pascal faisait office un peu, c'est plus compliqué que ça, mais pour le dire vite, un peu d'arène de séduction entre une femme et deux hommes qui parlaient longuement de Pascal dans une scène qui était aussi une scène de séduction. Tout à fait. Mais ce qui fait et d'ailleurs ça c'est la très grande force de Rohmer, c'est qu'il réussit à faire passer en contrebande des discussions même philosophiques dans des scènes qui sont des scènes justement de séduction, de mariage, où on sait que les enjeux, c'est de savoir qui va coucher avec qui. C'est ça qui intéresse le public. Alors, qui va coucher avec qui? Alors, c'est parce qu'il a parlé mieux de Pascal que l'autre, qu'il va finalement coucher, en fait, ne pas coucher d'ailleurs avec Maud, c'est une autre histoire. C'est ça qui fait marcher le film. C'est qu'on n'a pas besoin d'avoir lu Pascal ou Kant, puisque dans Conte de printemps, qui passera la semaine prochaine, il s'agit de Kant et
entre autres, on n'a pas besoin d'avoir lu Kant ou Pascal pour être passionné par ce que vivent les personnages. Parce qu'on sait que... Elles sont teintées d'autre chose, mais enfin, c'est le genre que tu pratiques le plus. Est-ce que l'observation de la société, de ce qui s'y passe, y compris des polémiques intellectuelles, il y a un de tes films qui s'appelle Chercher Hortense, où il y a une figure un peu ténébreuse comme ça d'un homme qui est doté de super pouvoirs. Je ne l'ai pas revu, hein, et si ma mémoire est bonne, il ressemblait beaucoup à quelqu'un qui existe toujours, je ne sais pas s'il a des super pouvoirs, mais qui s'appelle Alain Minc, par exemple. Alors, tous les auteurs de comédie en France, Pascal, ne s'intéressent pas à Alain Minc. Donc c'est vrai, mais je ne peux pas dire que je m'intéresse follement à Alain Minc, c'est pas du tout ça. Disons que il y a cette figure qui a un certain rôle dans la société, et ça m'intéresse, enfin je veux dire, ça m'intéresse voilà, de m'en servir, d'en rendre compte, parce que, justement, parce que d'un certain point de vue, c'est aussi, d'ailleurs, c'est le cas de... J'ai pas vraiment fait de comédie politique, hein. Mais je pense que c'est le cas de presque tous les hommes politiques, ce sont aussi des figures comiques. Enfin, d'ailleurs, on en a des exemples qui sont même... Bon, passons. Hein, oui. Mais voilà, donc tu vois bien où je voulais en venir. Et ça peut s'intégrer. Ça peut s'intégrer et ça peut déclencher quelque chose. C'était en fait ça ma question. C'est-à-dire que voilà, c'est déclencheur de fiction. Oui, absolument, bien sûr. Enfin, en tout cas, on peut évidemment s'en servir dans une fiction. Et ça, c'est... les figures de pouvoir sont... D'abord, c'est toujours un petit peu fascinant. C'est donc... on se sent... à la fois attiré et repoussé par elle, et cette attraction-répulsion je pense, est un moteur fictionnel aussi. Est-ce que la comédie, de ce point de vue-là, c'est une science? Non, mais un art de l'observation? Je crois qu'il vaut mieux, oui. Enfin, je pense pas qu'on puisse faire des comédies qui ne soient pas des reflets d'une certaine façon de la société. Bon, le plus grand de tous, Molière, est évidemment un observateur de la société de son temps. Ça, d'ailleurs, un observateur tellement aigu que ça lui a attiré des problèmes, des ennuis. Évidemment, sans vouloir du tout, même de très loin me comparer, c'était évidemment... la comédie est un miroir de la société, c'est un miroir grossissant, et c'est cet effet grossissant qu'on essaye de créer. Est-ce que l'air du temps, c'est quelque chose dont on peut se servir sans craindre, alors Molière est un bon exemple, mais évidemment c'est un exemple canonique, sans craindre que justement les films puissent se démoder? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut se servir de choses, oui, qui sont vraiment l'air du temps, qui sont dans l'air du temps? Oui, non, évidemment, bien sûr, mais l'air du temps, il peut être très très volatile, comme en même temps refléter quelque chose qui dépasse l'air du temps. Le personnage de Tartuffe, puisqu'on parlait de Molière, était évidemment, je pense, une figure qui était tout à fait dans l'air du temps de son époque, mais qui traverse ce temps, qui est une figure structurale, dont on a des exemples à toutes les époques. C'est-à-dire qu'il a saisi, il a pas seulement saisi là on parle plus de moi, mais c'est pas grave, hein. Il n'a pas saisi juste un personnage nocif de son époque, il a saisi une structure. Un archétype. Un archétype, bravo monsieur. Un archétype. Un archétype, absolument.
De ce point de vue-là, j'ai pensé aussi alors la Maigret est dans les salles, mais au film d'avant, au tableau volé. Est-ce que c'était aussi une bonne occasion, même si tu l'avais fait dans le précédent film, de sortir de cette bourgeoisie intellectuelle et de faire, disons, un portrait de classe très différente, puisque c'est quand même chez des gens pas riches, chez qui se retrouve ce tableau, et qui vont voir arriver dans leur vie des gens qui, eux, ont un autre pouvoir et, disons, une autre prestance sociale, peut-être. Oui, d'ailleurs, le tableau volé n'est pas exactement une comédie. Enfin, il y a des éléments de comédie, mais c'est pas exactement une comédie. Mais c'est effectivement là, il y a un moment, je crains toujours de tomber sous cette critique de l'entre-soi, hein, ce terme, voilà, où on parle de soi, des gens qu'on connaît, du milieu qu'on connaît, mais on ne va pas s'aventurer au-delà. Et donc j'ai pris le risque, effectivement, enfin le risque relatif, mais de confronter deux mondes sociaux différents et même un petit peu antagonistes dans le tableau volé, puisqu'il s'agissait de confronter le monde de l'argent et le monde de ceux qui n'en ont pas, enfin en l'occurrence un monde ouvrier. Mais effectivement, c'était un petit peu une première pour moi. C'est peut-être ton film, me semble-t-il, le plus précis là-dessus. C'est-à-dire qui a de l'argent, qui n'en a pas, sur des choses simples, hein, pas de la toponymie de classe sociale, mais vraiment des choses simples. Qui a de l'argent, qui n'en a pas, qui a du pouvoir, qui n'en a pas. Par exemple, la secrétaire jouée par Louis Chevillotte, elle, au départ du film, elle n'en a pas, et elle supporte un patron horriblement connard, et elle ne peut pas faire, enfin, qu'elle considère comme tel en tout cas, et elle ne peut pas faire grand-chose contre ça. Enfin, là, on sent que tu t'es attaqué un peu à ces questions-là. Oui, alors bon, d'abord, je suis parti d'une histoire vraie. C'est pas dans Rien sur Robert, je me suis servi de lampeaux, disons, autobiographiques, si on veut. Le film n'est pas une autobiographie, hein, heureusement. Là, je suis parti d'une histoire vraie qui n'était pas du tout mon histoire. J'ai reconstitué, donc il fallait à la fois que je fasse le portrait de ce que c'est qu'une maison de vente de stature internationale et effectivement et aussi d'un milieu prolétarien en l'occurrence dans la banlieue de Mulhouse. C'était évidemment un autre challenge. Mais j'avais je pouvais me servir de cette histoire. Je connaissais au moins un des protagonistes qui m'avait raconté tous les détails de l'histoire, et j'ai pu m'en servir. Il y a évidemment des personnages complètement imaginaires, comme par exemple le personnage de Louis Chevillotte, la stagiaire, de son père, etc., qui d'ailleurs se rattache de façon très un petit peu lâche à l'histoire principale. Oui, c'est vrai que leur lien avec l'histoire principale est assez ténu, disons. Ouais. Une question peut-être avant de passer la parole à la salle. C'est un peu sur tes différents régimes d'écriture. Alors évidemment, on t'a fait le coup souvent, parce que quand on a été critique, c'est une question qu'on vous pose, mais écrire sur des films, être un critique régulier pour les cahiers du cinéma, je crois que tu écrivais peu ailleurs, sinon dans une revue de psychanalyse qui s'appelait L'Âne, qui était une revue d'obédience plutôt lacanienne, me semble-t-il. Mais voilà, donc ce travail régulier de critique et de prof, un peu aussi de... Oui, parce que j'ai dirigé le département d'écriture de la FEMIS pendant quelques années. Voilà, et donc le scénario. C'est-à-dire que d'abord, avant d'être cinéaste, tu as été scénariste. Est-ce que ce sont des écritures qui ont quelque chose à voir et qui finalement communiquent, ou est-ce que ce sont des activités qui n'ont absolument rien à voir ? Je pense qu'il n'y a pas une réponse univoque à cette question, parce que je pense que quelquefois ça peut avoir beaucoup à voir et quelquefois pas du tout. Je m'explique. Je pense que prenons les cahiers du cinéma, puisqu'on parle de ça, les critiques des cahiers qui ont formé plus tard la nouvelle vague. Je veux parler
Godard, Chabrol, Rivette, Truffaut, avec d'emblée, en tant que critique, comme ambition de faire des films. Et la critique était d'une certaine façon un marchepied pour pouvoir en faire, et d'ailleurs qui donnait aussi qui leur donnait cette agressivité envers le cinéma installé, le cinéma de l'establishment en France de l'époque, qu'ils ont appelé qu'on a finalement appelé celui de la qualité française, enfin quelque chose comme ça. Et ils avaient donc un rapport très, très organique à la mise en scène, enfin ils avaient en tout cas une sorte de proximité, d'appétence, d'envie de la mise en scène, et un sens, un goût de la mise en scène que leur cinéphilie... moi, quand je suis entré au Cahier du cinéma, il s'était produit une espèce de mouvement de balancier il s'était passé quelque chose qui était l'explosion du structuralisme, de ce qu'on a appelé la nouvelle critique, qui était alors justement une critique hyper intellectuelle, intellectualiste, donc représentée par Roland Barthes pour la littérature. Et les cahiers, au moment où j'y suis entré, donc en 69, avaient subi cette influence. Et j'en ai été marqué moi aussi, c'est-à-dire que d'une certaine façon, l'ambition qui restait peut-être à l'horizon aussi, a été quand même voilée par le fait qu'on cherchait aussi à être théoricien du cinéma. Et donc on cherchait à faire la théorie du cinéma, et donc inspiré du Struggle. Il y avait aussi des gens comme Christian Metz, enfin, donc, qui était une critique qui n'était pas une critique d'ailleurs, qui était une lecture du cinéma extrêmement loin de la pratique, et même quasiment à l'opposé, qui était en fait une façon d'introduire le cinéma dans l'université. C'était un discours universitaire du cinéma. Et qui se doublait d'un discours politique. Oui. Ouais. Aussi, oui. Et ce caractère universitaire est quelque chose qui, en fait, moi, m'a plutôt... j'allais dire, m'a plutôt éloigné de la mise en scène. C'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'en même temps, je voyais des films, et non seulement des films, mais finalement, je prenais contact aussi avec des cinéastes qui je faisais des entretiens, y compris des cinéastes dont certains étaient de ma génération, André Téchiné, Benoît Jacot, on peut le citer, c'est pas interdit. Et donc, oui, ils m'ont proposé, enfin certains m'ont proposé assez vite que je travaille avec eux comme scénariste, parce qu'ils sentaient que j'avais aussi une envie quand même. Mais disons que ça m'a pas, c'est pas quelque chose qui m'a précipité d'emblée vers la mise en scène, c'est quelque chose qui m'a plutôt, en fait, un petit peu frigorifié par rapport à la mise en scène pendant longtemps, ce qui fait que je suis venu à la mise en scène relativement tard. Jean-Luc Godard avait coutume de dire que lui et ses camarades de la Nouvelle Vague, qui étaient critiques au Cahier du cinéma, finalement les films critiqués étaient un prétexte, en tout cas pour Godard c'est sûrement assez vrai, pour d'autres ça l'est peut-être moins, comme Rivette ou Romer, à finalement écrire les films qu'on voulait faire. C'est-à-dire que la critique, c'était le manifeste des films qu'on ferait, et Godard a toujours dit, pour nous, écrire sur un film ou en faire un, finalement, ça revenait à peu près au même. Je ne pense pas que tu puisses dire ça. Non, et Godard a toujours des raccourcis géniaux, mais c'est un raccourci. Hein. Ben non, justement, moi, c'était plus un rallongi. La critique a été un rallongi. Enfin, ça m'a aussi permis d'arriver là. Et donc, quand tu es devenu scénariste,
pardon de la naïveté de la question, mais tu prenais ça comment d'être une aide de technicien du récit à un cinéaste, la plupart du temps ami, complice, admiré, enfin, surtout au départ, tu as travaillé plutôt avec des amis à toi. Enfin, voilà, je pense à Roald Ruiz, à Jacques Rivette, à des gens comme ça. Enfin, qu'est-ce qu'un scénariste? En fait, la question, elle est presque éternelle. Qu'est-ce qu'un scénariste apporte à un cinéaste qui, de toute façon, est d'ores et déjà un auteur? Alors, je pense qu'ils avaient besoin de quelqu'un, hein, sinon ils n'auraient pas fait appel à moi ou à un autre. Comment dire, je voulais écrire, mais le scénario était en même temps, très curieusement, quand même, j'appartenais à cette revue et à ce courant de pensée du cinéma qui considère que le scénario, enfin c'est pas de la merde, mais que c'est pas grand-chose par rapport à la mise en scène. Donc d'une certaine façon, je suis entré dans la carrière de scénariste tout en ayant un certain sentiment de mépris pour le métier de scénariste, ce qui va pas tout à fait simplifier la vie au niveau personnel, enfin au niveau de ce que je pouvais penser. C'était un petit peu, je pensais qu'il fallait en passer par là, mais c'était un petit peu une torture, d'autant plus que j'avais l'impression de ne pas du tout être un bon scénariste, je veux dire. J'étais d'ailleurs en réalité, pendant toute ma carrière de scénariste, avant que je réalise mes propres films, je ne me suis jamais considéré comme un véritable scénariste au sens où Jean-Claude Carrière ou Jean-Loup Dabadi pouvaient se considérer comme des scénaristes à part entière, c'est-à-dire qu'ils pouvaient écrire d'un bout à l'autre le scénario. Moi, j'ai toujours été co-scénariste, co-scénariste de Téchiné, co-scénariste de Rivette. Alors, le travail avec Rivette était un travail très particulier et je pense que ça a été pour moi absolument, ça a été véritablement le travail formateur. Enfin, pas du tout pour minimiser ce qu'a pu m'apporter quelqu'un comme André Téchiné ou d'ailleurs Benoît Jacot qui avait un très grand sens du scénario aussi. Parce qu'ils m'ont appris à écrire. Mais celui qui fait que j'ai pu, disons, franchir un cap, c'est Rivette, tout simplement parce que sa méthode de travail était complètement différente des autres, on n'écrivait pas le scénario pendant la préparation du film, le scénario s'écrivait véritablement pendant le tournage. C'est-à-dire que j'étais à proximité du plateau, enfin j'étais en l'occurrence avec Christine Laurent la plupart du temps, puisqu'on était deux. On était dans la proximité des comédiens, du plateau, on écrivait les scènes, non pas au jour le jour, mais véritablement quelques jours de leur tournage. On devait se confronter aux comédiens, quelquefois ils pouvaient nous renvoyer ce qu'on avait écrit à la gueule, ou Jacques d'ailleurs. Et c'était quelque chose d'abord que j'ai beaucoup aimé, entre autres aussi parce que, enfin, et aussi pour une autre raison, c'est que je vais dire l'autre raison tout à l'heure. Enfin, en tout cas, j'ai beaucoup aimé ça parce que ça m'a précipité ça m'a permis de mettre en bouche les dialogues dans le fait qu'il fallait que les comédiens les disent. Et donc, ça m'a appris à faire le dialogue. C'est pour ça que je me considère d'ailleurs plus comme un dialoguiste qu'un scénariste. Je n'ai pas l'impression d'être un scénariste particulièrement, disons, puissant sur mais je pense être un bon dialoguiste, et ça, je pense que je dois beaucoup à Rivette. L'autre raison, pourquoi ça m'a beaucoup plu, c'est que quand on écrit de cette façon-là, on écrit pendant 2 mois et après c'est fini. Et alors que quand on écrit autrement, on peut passer des années sur un scénario à écrire plusieurs versions, que les producteurs disent oui c'est bien mais il faudrait ceci ou cela, etc. Et on repasse ensuite sur d'autres versions. Et ça c'est le cauchemar des scénaristes, et qui arrive très, très souvent quand même. Il y a des gens qui passent des années sur un scénario. Moi je trouve ça terrible.
Oui, c'est-à-dire qu'on écrit pendant 2 mois et après c'est fini, et surtout le film est là. Le film, c'est fait. Le film, c'est fait. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on voilà, on écrit un film qui est en train de se tourner, et après on voit le résultat. Alors le résultat n'est pas toujours ce qu'on espérait, ce qu'on voulait, mais c'est la façon de faire, je ne dis pas peu importe. Mais en tout cas, il y a le film. Et de ce point de vue-là, le glissement vers tes propres films, le glissement vers la mise en scène, c'est fait de façon assez naturelle à un moment. Je pense que j'ai eu de la chance, enfin je veux dire, j'ai jamais précipité les choses, j'ai jamais été frappé aux portes pour qu'on me les ouvre. Quand une porte s'est ouverte, voilà, j'ai su saisir les occasions. En l'occurrence, à un certain moment, un jeune producteur, en l'occurrence Claude Kunetz, m'a dit que si j'écrivais quelques pages qui lui plaisaient, on pourrait se lancer dans la production, moi dans l'écriture d'un long métrage, et qui s'engageait à le faire. J'ai donc saisi cette main tendue, j'ai écrit ces quelques pages lui ont plu, et c'est devenu donc mon premier film. Mais c'est en réalité, c'est le premier film que j'ai écrit de bout en bout. C'est le premier film dont je peux dire que j'ai été le scénariste complet. C'est arrivé assez tard. Et dernière question de ma part, sur cette question un peu théorique sur le climat du scénario ou celui de la mise en scène, j'ai envie de te dire, voilà, maintenant, en tant que cinéaste et après une douzaine de films, où tu en es avec ça? C'est-à-dire que tu considères que finalement les cahiers avaient raison sur peut-être un de leurs mots d'ordre les plus connus, c'est-à-dire ce qui compte, c'est la mise en scène, et même un cinéaste qui n'écrirait pas ses scénarios, et là évidemment les exemples sont américains la plupart du temps, eh bien c'est un auteur à cause de son écriture de mise en scène. C'est quelque chose que tu penses toujours ou tu le matines d'autre chose? Non, je crois que c'est quelque chose que je pense toujours. Maintenant, je peux le matiner quand même de cette idée assez simple qu'il vaut mieux, malgré tout, pour un film, avoir aussi un bon scénario qu'un pas bon, quoi. Mais un scénario un peu fort qu'un scénario faible. Je pense qu'un grand cinéaste peut faire un film passionnant à partir d'un scénario faible, mais il vaut mieux qu'il parte d'un scénario fort. Mon ami Cédric Kahn a un mot, il dit « Rien n'est plus fort que le support ». Le support, c'est le sujet, c'est le scénario, et si ce support est faiblard, à l'arrivée, il y aura quelque chose qui ne marchera pas bien. Mais par exemple, quand tu fais un Maigret, ce qui est le plus intéressant, c'est pas forcément d'adapter Simenon, c'est de le mettre en scène, ce qui veut dire aussi choisir des comédiens et les faire jouer. Évidemment. Non, mais ça, de toute façon, pour moi, effectivement, je n'attache pas une importance cruciale au scénario. C'est ce qui fait d'ailleurs que justement j'ai des scénarios qui sont parfois un petit peu bancals, un peu dont la ligne est un peu floue comme ça, rien sur Robert, il n'y a pas une histoire forte à la base, il y a de bonnes scènes, je pense, mais ce qui pour moi importe, c'est effectivement les comédiens qui vont l'incarner et la façon dont ils vont s'en emparer. Pour moi, c'est capital. C'est capital de choisir les bons comédiens, de ne pas me tromper sur les comédiens, et de faire le film avec eux. Bon, c'est aussi, il faut avoir une bonne équipe, hein, ça voilà, je pense que le secret, c'est quand même d'une part d'être bien entouré, et d'autre part d'avoir les comédiens qui font le job et qui le font mieux que le job.
et d'avoir une connaissance de ça, ou peut-être d'être bien entouré, mais par exemple dans le dernier film, d'aller chercher quelqu'un qu'on voit pas souvent au cinéma, qui est Anne Alvaro par exemple. Tout à fait. Anne Alvaro est une comédienne que j'admire énormément, enfin on la voit pas souvent, mais elle est mémorable dans Le goût des autres de Bakri Jaoui. C'est surtout peut-être une comédienne de théâtre, mais c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps et je savais qu'elle serait formidable dans le rôle qu'elle joue dans ce film, donc Maigret amoureux. Ça, c'est évidemment quelque chose de très important, mais d'ailleurs, pour moi, le casting est un élément absolument capital vers la mise en scène. Il n'y a rien de plus, je crois, de plus pénible, enfin pour moi en tout cas, que de tourner, de mettre en scène avec un comédien dont je sens qu'il n'est pas, que c'était pas le bon choix, que c'était que au lieu de porter le personnage ou celui qu'il incarne vers le haut, il le tire vers le bas et qu'il faut que moi, comme metteur en scène, je bosse pour arriver à le maintenir au niveau. Heureusement, c'est pas tellement arrivé. À vous. Oui, en regardant Rien sur Robert, on est intrigué pendant toute la projection par le titre. On ne voit pas bien à quoi ça se réfère. Et puis on a la réponse à la fin avec la scène donc, entre vous et Sandrine Kiberlin, où vous demandez s'il y a quelque chose sur Desnos, et puis elle vous dit on n'a rien sur Desnos. Alors je me souviens qu'à l'époque, quand le film était sorti, il y avait plusieurs interprétations sur le titre, et celle que moi j'avais, c'était que les personnages en fait étaient dans une certaine trivialité et qu'il n'y avait plus de poésie dans ce monde. Alors j'aimerais savoir ce que vous pensez de cette interprétation. Et par ailleurs, j'ai une deuxième question. Toujours sur ce film, la ligne directrice du film, c'est que les personnages oscillent entre le haut et le bas, entre l'esprit et le sexe, entre Paris, le rat des pâquerettes, et puis ils vont à la montagne, et puis ils s'effondrent encore. Il y a même le personnage de Chervi qui a des coliques néphrétiques, donc elle fait plus que s'effondrer. Et ça me fait penser, tout à l'heure, M. Bonneau, vous parliez du rapport entre le travail de metteur en scène et l'activité critique que vous aviez eue. Et ça me fait penser à deux textes que vous aviez écrits, un sur Elana Veva, Le rhinocéros et la voix. Vous faisiez ce lien chez Fellini entre le trivial et la poésie, notamment par rapport au personnage de la chanteuse d'opéra. Et puis un autre texte qui était sur Fouriot, La bosse et la voix, et c'était à peu près la même chose. Donc là, il y a une communication directe, me semble-t-il, entre la thématique principale de ce film et puis votre travail de critique que j'aimais beaucoup, que j'admirais beaucoup, et les textes que je viens de citer sont des textes brillantissimes. Et en appendice, j'indique que le texte que vous aviez écrit sur Elana Veva se rattachait à une polémique que vous aviez eue avec Olivier Assayas et qui était vraiment une des dernières batailles d'Hernani de la critique française. Bataille d'Hernani, merci. Ça a fait moins de retentissement, mais c'est une bataille d'Hernani. Saint-Germain-des-Prés, alors. Pas du tout, pas du tout. Non, non. Effectivement. Bon, qu'est-ce que je fais? Je réponds d'abord sur Rien sur Robert, sur le titre. Oui. Alors, j'ai gardé ce titre. Il y a une part de provocation, mais pas seulement. C'est un titre que j'ai proposé à mes producteurs, parce qu'après le succès, en fait, succès relatif, mais quand même succès de mon premier film, de Encore, j'avais une sorte de carte blanche avec Réseau Film, avec Jean-Michel Ray. Il voulait qu'on signe un contrat tout de suite. Pour signer le contrat, il fallait le titre d'un film. Je n'avais pas la moindre idée de ce que j'allais écrire. Et il se trouve qu'à l'époque, effectivement, je cherchais des livres sur Robert Desnos, qui est un poète que j'aime beaucoup, et j'en trouvais pas. Alors j'aurais dit, voilà, je vous propose Rien sur Robert.
même si aucun personnage ne s'appelle Robert dans le film, le titre restera valable, puisque rien sur Robert. Ils ont trouvé la plaisanterie très drôle et on a signé le contrat. Pendant toute la durée du film, je me disais, il va falloir que je change de titre. Il faut que je trouve un autre titre. Et je n'arrivais pas à en trouver. Et j'ai fini par m'en ouvrir à Fabrice, qui m'a dit, mais est-ce que tu sais que je m'appelle Robert, en réalité, que mon vrai nom, c'est pas Fabrice, c'est Robert Lucchini. Je me suis dit, c'est un signe. Voilà. Bon, alors je crois au signe, j'ai gardé le titre, et il me plaisait parce qu'il était, voilà, il y avait une allitération, il y avait une phonie, et puis ça avait un côté, disons que ça, il y avait un côté un petit peu provoquant qui allait avec le ton du film. Et puis effectivement, ce titre a eu un certain, comment dire, succès aussi, pas seulement le film, le titre. Donc voilà. Et la scène de la librairie? Alors la scène de la librairie, je me suis dit, essayons de justifier ce titre. Donc voilà, c'est tout. Cette scène ne sert absolument à rien, d'ailleurs, à rien d'autre que ça, que de se donner un semblant de justification au titre. Robert, en argot, ça veut dire quelque chose, non? Ça veut dire le sein, le néné. C'est les nénés. Et ça, c'est pas... Je suis pas sûr de... Inconsciemment, il y a peut-être quelque chose. C'est vous l'analyste, pas moi. La deuxième question. Alors la deuxième question, c'est... C'était Fellini. Fellini. Le rapport entre le haut et le bas. Le rapport entre le haut et le bas. Alors en tant que critique, moi j'ai été très marqué, bon j'ai dit qu'on avait été un petit peu influencé par le structuralisme ambiant, par Roland Barthes, par Jacques Lacan, par tout ça, etc. Il y a quand même un auteur qui m'a beaucoup impressionné, c'est Mikhail Bakhtin, qui a, avec son concept du carnavalesque, qu'il tire notamment de Cervantes, où le bas, représenté par Sancho Panza, met constamment en cause et fait tomber dans le ridicule les représentants des valeurs hautes. Donc il y a le carnaval, donc est une institution médiévale, était une institution où les personnages d'en bas, le peuple, brusquement, pendant une certaine période, remplaçaient les figures nobles et les faisaient tomber de leur piédestal. Alors, il y a dans cette configuration, évidemment, effectivement, j'avais pensé que dans Fellini en particulier, qu'il y a une inspiration carnavalesque chez Fellini, une inspiration que, enfin, je trouvais que Olivier Assayas, qui avait fait une critique très très méprisante de La Naveva, qui n'est peut-être pas le meilleur film de Fellini, mais qui est un film, je trouve, passionnant, avait manqué. Bonjour. Alors, ma question est par rapport à ce que vous venez de dire dans la leçon de cinéma. C'est-à-dire, vous avez dit que le scénario s'écrit dans le tournage. Je trouve ça remarquable, n'est-ce pas? Je ne sais pas si Éric Rohmer l'aurait dit, ni Touliveau l'aurait dit, comme vous. Bon, j'ai pensé à quelqu'un comme Hong Sang-soo. Juste lui aussi, il tourne comme gueule, au Dieu, le Dieu, comme ça, sans scénario en avance. Voilà, moi, ma question est de savoir, bon, le personnage de Juliette joué par Sandrine Kiberling était assez antipathique
c'était une femme un peu détestable. Oui, c'est vrai, c'est un personnage qui n'est pas extrêmement sympathique, je suis d'accord. L'actrice a amené dans ce personnage son apport. Quel était l'apport de Sandrine Kiberlin dans cette création de personnage? De Sandrine Kiberlin? Oui. D'abord, Sandrine est évidemment une très grande comédienne et une très grande comédienne comique aussi, et qu'elle permettait ce personnage qui est effectivement pas, disons, qui est un petit peu dur, pour pas dire cruel, et aussi, oui, enfin, légèrement sadique et cynique, enfin je ne sais pas comment il faut le caractériser, je ne juge pas les personnages, hein. Mais elle lui apportait une légèreté et quelque chose de rigolo, enfin, bon, qui ne... Donc, ce personnage était collé dans le tournage avec l'actrice, n'est-ce pas? Un peu? Je crois que c'est vraiment le personnage, hein, qui est comme ça, et qu'elle l'a endossé avec sa maestria, enfin, qui était très grande. Elle n'était pas encore la star qu'elle est devenue, mais elle avait une très très grande maîtrise de son métier. Bonsoir, merci. Je me demandais, une question sur un titre aussi, pourquoi pour Maigret et Mort amoureux, vous avez changé le titre par rapport au roman de Simenon, et pourquoi vous avez ajouté une conclusion qui n'est pas dans le roman aussi? Oui, alors là, c'est pas du tout pareil que pour Rien sur Robert, c'est parce que le roman s'appelle Maigret et les vieillards, et que tout simplement la production et la distribution, aussi bien Saïd, mon producteur, que Roxane et Eric, les distributeurs de Pyramide, m'ont supplié de ne pas reprendre le mot vieillard qui fait peur à tout le monde. D'ailleurs, le film j'y pense parfois à cause de ça, le film de Night Shyamalan, qui est le plus terrifiant pour moi, et l'un des plus réussis, c'est un film dont les méchants sont un couple de vieux. Ils sont absolument terrifiants. Le titre, tu t'en souviens, c'est La visite. C'est La Visite, voilà. La Visite, c'est un film effrayant. C'est un film effrayant, justement, parce que donc les vieux, ça fait peur. Même aux vieux. Personne. Bon, j'en suis un, hein. J'ai eu 80 ans il n'y a pas longtemps. Donc, personne n'a envie de se retrouver entre vieux. Jamais, il y a eu 2 adaptations télévisées avant mon adaptation. Aucune de ces 2 adaptations n'a repris Maigret et les vieillards comme titre. C'est radioactif. Le mot est radioactif. Oui, moi je vais être un petit peu dur pour votre film, parce que la première chose, quand je fais au cinéma, et j'y vais beaucoup, et je fais encore des films, c'est avoir une certaine empathie pour les personnages. Il n'y a pas une seconde d'empathie pour vos personnages. C'est l'entre-soi des cahiers du cinéma de l'époque, je m'excuse, qui n'était pas fort sympathique. Et quand même, il y a tous vos comédiens sont merveilleux, y compris Lucchini, plus que les autres. Et je me dis, c'est faux d'avoir autant de talent et de faire un film aussi, excusez-moi, pas une seconde, je ne ressens d'empathie pour ce film. Alors, peut-être... Avoir autant de talent et d'avoir fait un film aussi antipathique. Voilà. Non, en tout cas, des talents sur... c'était le risque. Des talents dans le film, etc. Mais pas une seconde. Et je pense que ce film vieillit vite. Parce qu'on est en 96,
Je pense que les relations hommes-femmes ont énormément évolué. C'est vrai. Je pense que Sandrine Kiberlin, qui est une sacrée salope dans votre film, n'existerait plus aujourd'hui, ou s'il y en a, je pense que les réalisateurs trouveraient un moyen pour expliquer. Bon, enfin, je reste, excusez-moi, sur. Même si vous êtes un bon cinéaste. Vous n'avez pas eu d'empathie, par exemple, pour le personnage d'Aurélie Si, bien sûr que j'ai l'empathie. Ah, quand même. Mais justement, j'ai de l'empathie pour elle. Mais je ne sors pas de ce film avec un sentiment d'empathie qui va peut-être me grandir ou m'étonner, etc. Je sors dans quelque chose, oui, de l'ordre, ce qu'étaient les cahiers du cinéma, l'entre-soi, le film Petit Bourgeois, Entre un et l'autre, et ça ne m'intéresse plus du tout. Voilà. Écoutez, j'entends ce que vous dites, j'entends ce que vous dites, c'est un... J'ai plus de 80 ans, hein. C'est un, comment dire, c'est un risque que j'ai pris en toute connaissance de cause, si vous voulez. Je savais parfaitement que le film pouvait se heurter à ce genre de réaction déjà à l'époque. Bon, il se trouve malgré tout qu'il a, pour d'autres raisons sans doute, il a plutôt bien marché. C'est même jusqu'à présent mon plus grand succès. Donc voilà, c'est comme ça. Mais j'entends tout à fait ce que vous dites. Photographie de l'époque, comme disait Rivette, toute fiction est documentaire et tout documentaire est fiction. Je vous laisse. Très bien. Eh bien, on s'arrêtera là-dessus. Merci infiniment. Merci à vous.